I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have a 13 abonnés et 166 vues. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir un peu plus? Du gaming? Non, franchement, j'ai pas le matos pour. Peut-être des interviews. Non, toujours pas. Allô? Bonjour Jitalek. Bonjour. Tu souhaites avoir plus d'abonnés? Oui, je veux bien, ouais. Et si tu faisais un reportage sur la Japan Sun? Salut tout le monde, c'est Digitalek. Aujourd'hui on se retrouve à Fabrègues, non loin de Montpellier, à la Japan Sun. Aujourd'hui au programme, donc, des conférences, du gaming, des animations faites par des associations, ainsi que des invités de choix, comme le Fossoyeur, de séries et de films, Kayane et bien d'autres. Je vous montre tout ce que j'ai pu filmer maintenant. Quoi de mieux pour commencer ce reportage sur les animations? Cette année, 2 associations étaient présentes pour animer la convention. Je parle de l'asso Seibu et l'association Aoi Sora, qui nous ont offert plus de 4 animations, allant du quiz au jeu de danse. Pour cette 8e édition de la Japan Sun, une animation fut son grand retour. Je parle bien entendu du sumo. Et j'ai pu tester pour vous le retour triomphant de cette activité. Avec mon ami Kirol Faucher. Attention, c'est parti! One. Fight! Round 2. Fight! Mais nous n'étions pas les seuls youtubeurs à faire cette activité. Lors du tournoi de sumo, 2 grands youtubeurs se sont mis à cette épreuve de titan. Le Fossoyeur de film versus Sad Panda. Et je remercie Bastien qui a pu filmer ce combat. Ready? Fight! Scan le Fossoyeur contre Sad Panda. Bah attends, Skev, Jack contre Staline. Ok, rousse. Tu veux un peu rousse?
Bon, remboursé. Fossoyeur. La peine. C'est le badass. Et son pelle en plus. Non, c'est pas ça. Sur le stand gaming, bon nombre de jeux étaient présents, du rétro gaming en passant par la next gen. Cette année, de nombreux tournois étaient programmés, dont les jeux Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation, Super Smash Bros Melee, Guitar Hero, Soul Calibur, Mortal Kombat, Pokémon X et Y, Super Street Fighter 4, et bien sûr Mario Kart Wii. Au niveau des invités, bon nombre étaient présents. J'ai pu hélas filmer que la conférence questions-réponses du Fossoyeur de films. On sait que vous êtes un accro de films et de séries, vous êtes un peu le joueur du grenier des films, mais j'aimerais savoir quel genre de film vous aimez, et surtout quel film et ou série vous appréciez le plus. Alors, la configuration du jour du grenier me surprend toujours parce que je sais pas, ça va être le fait d'avoir un certain ton ou un costume, mais le jour du grenier est beaucoup plus axé divertissement que moi. Mais je le prends très bien en tout cas parce que j'aime beaucoup aussi. Surtout au niveau du rétro. Peut-être, ouais. J'ai toujours eu du mal à répondre en fait à la question film préféré, acteur préféré, réalisateur préféré, série préférée. Insérer un nom préféré. J'en ai pas un que je mets par-dessus les autres. Il y a par exemple sur les films, il y a des films qui ont beaucoup compté pour moi dans mon parcours de cinéphile, comme pour tout le monde. Mais je pourrais pas les hiérarchiser vraiment, parce que ça serait, en mettre un par-dessus un autre, ça serait vraiment faire insulte à tous les autres qui m'ont vraiment marqué, qui ont compté. Quelque part, il y a un côté super biographique quand on parle des choses qui ont compté pour nous, les choses qui nous ont marqué. Ça marque vraiment des jalons dans un parcours. Moi, je sais qu'il y a certains trucs, par exemple, la découverte le premier Hitchcock que j'ai vu, qui était à La mort aux trousses avec Cary Grant, qui m'a fait une énorme impression, qui ensuite m'a redirigé vers plein d'autres choses. Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, que j'ai vu quand j'avais 13 ans, c'était dans le sud, j'étais en vacances avec mes parents, il faisait super chaud, j'ai pas dormi de la nuit, j'avais l'impression de voir des moines fous de partout. C'était une expérience de fou, je sais pas, la découverte des films de David Lynch bien sûr, La Communauté de l'Anneau qui était qui était une de mes expériences de cinéma les plus fortes à sa sortie, Jerry de Gus Van Sant pour des raisons complètement différentes, qui était aussi une énorme épreuve pour le coup de cinéma, mais après coup qui est devenu un de mes films vraiment qui m'a le plus marqué. Donc voilà, c'est très difficile de répondre en hiérarchisant trop les choses. Je pourrais faire, on va dire, vraiment en faisant en violence un top 15, on va dire, des choses qui ont compté pour moi sans les numéroter. Et pour les séries, là c'est un petit peu différent parce que, bizarrement, les seules fois de ma vie où j'ai pleuré devant des fictions, c'était pas devant des films, c'était devant des séries. Et je pense que celles qui ont particulièrement compté pour moi, c'est celle devant laquelle j'ai chialé. Je n'ai pas peur de vous le dire aujourd'hui. Je vous ouvre mon cœur. C'est Six Feet Under, la série de HBO, qui était pendant longtemps ma série préférée de tous les temps. Battlestar Galactica, qui est pour moi vraiment une des séries majeures des années 2000, tout simplement. Qui est tellement bien écrite, qui est tellement profonde à tous les niveaux, que ce soit philosophiquement, en matière de théologie, vraiment sur tous les plans, tout en restant ultra divertissante. C'est pas pour rien que l'équipe en fait, de Battlestar Galactica, si je ne me trompe pas, a été invitée par les Nations Unies pour faire une espèce de sommet sur la question de l'humanité, ou système d'humanité et tout ça, qui pose un petit peu le truc. Lost a beaucoup compté pour moi aussi, c'est une autre série majeure des années 2000 pour moi. Doctor Who, bien entendu, que j'ai découvert il y a un an et demi, je crois. C'était une copine qui m'a fait découvrir. Je suis devenu mordu de cette série. Donc ces quatre-là principalement, mais après il y a beaucoup d'autres séries que j'apprécie à divers degrés. Donc voilà, je pense que ça ne répond absolument pas à ta question, mais c'était les éléments que j'avais envie d'apporter. Donc voilà.
Est-ce qu'il y aurait, à tout hasard, une autre question dans cette assemblée qui me semble très attentive, ou pas réveillée, je sais pas. Oui. Alors moi je vais vous demander un peu de jouer les devins sur l'industrie du cinéma. Et donc on sait que ces dernières années, il y a l'industrie d'Hollywood, c'est principalement des remakes, ou des suites, ou des films adaptés d'histoires déjà existantes. Et je voulais savoir si justement, est-ce que vous pensez que ça va être ça va continuer à être le cas dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce qu'on va arriver à sature de ce modèle-là, ou est-ce qu'on va réussir à avoir des histoires originales, etc., comme on avait dans les années 70? Est-ce qu'il va continuer à y avoir surtout des suites, remakes, adaptations et des choses basées sur des choses préexistantes? Pour ceux du fond qui n'auraient pas entendu, parce que le son se dirige vers moi, mais n'a pas réussi à rebondir sur le mur, monsieur me demande si la folie des remakes, des suites et des adaptations va continuer la journée à venir. J'avais utilisé la vidéo sur les remakes que j'avais faite pour justement parler un petit peu de ça, notamment sur le fait que souvent on met en opposition d'un côté les scénarios prétendument originaux, au sens où ils ne sont pas des adaptations, des suites, des remakes ou quoi que ce soit, et de l'autre, effectivement, tout ce qui relève de ça. Et c'est une distinction un petit peu trompeuse, parce qu'il y a plein de scénarios qu'on va qualifier d'originaux, mais qui ne seront absolument pas originaux, pour le coup, qui élimineront tous les clichés de la Terre. Chaque fois, je prends l'exemple d'Avatar, qui est un film que j'apprécie, pour certaines raisons, mais qui est un scénario, pour le coup, original au sens où il n'est adapté de rien, mais au sens original où on l'entend, c'est le truc le moins original de la Terre, c'est le truc le plus simpliste, c'est Pocahontas mixé avec le pacte des loups, j'allais dire, dans Danse avec les loups. Ce serait intéressant, le pacte des loups. Donc, je pense pas que ça va véritablement changer, tout simplement. Enfin, les remakes et les suites, c'est des films qu'il est aussi difficile de réussir ou même de louper, pour le coup, que tous les autres scénarios, qu'ils soient originaux ou non. Donc je ne sais pas si ça va continuer numériquement, en termes de volume, je ne sais pas s'il va continuer à avoir autant de projets de ce type, mais en tout cas, pour moi, le contrôle qualité se situe pas sur ce plan-là. Pour moi, vraiment, je n'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait de plus en plus de remakes, pourvu qu'ils soient bien gérés. Et les films que j'attends le plus, bizarrement, sont des adaptations et des remakes. Un des films que j'attends le plus, je crois, aujourd'hui, je pense qu'il verra jamais le jour, alors que ce serait la pire déception de l'histoire de l'humanité, c'est l'adaptation de Cobra par Alexandre Aja. Je sais pas s'il y en a un autre. Absolument aucune réaction, personne ne l'attend ici. J'attendais une seule personne qui serait... Oui, bravo. Mais non. Donc, non, je pense pas que ça va véritablement changer à ce niveau-là, parce que c'est un truc qui continue à fonctionner. Après, c'est pas... Il y a des périodes où il y en a plus que d'autres. Là, cette année, il y avait toute la période où il y avait Old Boy, le remake de Carrie et tout ça. Et c'était pas des bons... Enfin, plus que des mauvais films, c'était des films inutiles pour le coup. Donc c'était vraiment le mauvais aspect des remakes. Mais ça n'empêche pas qu'il y a toujours autant de projets de remakes qui sont en cours. Donc si une tendance... On le disait hier sur la chronique sur les comics, si une tendance peut se permettre de souffrir de plein de mauvais films tout en continuant, c'est que c'est pas juste une mode, c'est juste une manière de faire qui s'est popularisée et qui va continuer. Donc je pense que ça va continuer, mais c'est pas forcément un mal pour le coup. L'inspiration, elle se situe pas uniquement sur le fait de faire de l'original ou de l'adaptation. Voilà. Même s'il y a des remakes qui me font un peu peur. Genre Dune ou l'échelle de Jacob, quand j'en parlais, c'est waouh. Mais voilà. Concernant les conférences sur le salon, nous avons eu du choix, de l'univers du Ball Joint Dolls BGD, à l'univers du dessinateur Naoki Urasawa, en passant à la conférence de Antoine Gatien sur la face cachée du jeu vidéo, que je traiterai un peu plus loin dans la vidéo. Donc, on est autodidacte, on a beaucoup galéré, on a beaucoup appris toute seule, donc on est là pour vous expliquer un peu c'est quoi la galère, même si au final c'est quand même vachement fait. On avait des visuels, mais malheureusement. La création de force. Et aussi tout ce côté réflexion sur le bien et le mal, l'Europe au lendemain de la chute du mur de Berlin, c'était vraiment un contexte angoissant. Les deux paysans dans les vécu en Japonie. Et donc en France, l'Europe en général est consolée par la critique. On comparait le découpage de Urasawa à la BD occidentale. Un grand succès
ces commerçants qui est vraiment exemplaire en anglais au Japon. Et c'est vraiment un tournant à l'intérieur du Radox, on se rend compte qu'on peut faire autre chose que des comédies sportives romantiques, même si on avait déjà vu avec Monster Stone. Là, c'est une intrigue qui tient sur la durée, qui tient en elle. Qu'est-ce que le cosplay? Pourquoi cette personne se déguise-t-elle à un personnage en plein salon? Ces questions seraient posées par des personnes ne connaissant pas la culture japonaise. Eh bien mes amis, je suis allé interviewer pour vous Anton Cholet, dit Gelsien dans le monde de la culture japonaise, président de l'association Yumeji, spécialisé dans le cosplay. En même temps, nous avons pu parler un peu de sa conférence sur la face cachée du jeu vidéo. Donc bonjour Anton Cholet. Bonjour. Donc pouvez-vous nous dire ce qu'est l'association Yumeji? Pas de soucis. Eh bien, écoutez, l'association Yumeji, c'est une association d'organisation cosplay. On est spécialisé dans l'organisation cosplay et on intervient depuis 2 ans à Japan Sun. Donc Japan Sun qui est l'une de nos conventions favorites pour le cosplay, parce que le public est au rendez-vous et puis il y a une superbe ambiance. En plus, on a la chance d'avoir le soleil du sud. Fait, oui. Et ben voilà, donc on organise le cosplay. Donc justement, qu'est-ce que le cosplay? Ah, la grande question. Alors le cosplay, en 2-3 mots, pour faire court, hein, c'est le fait de se costumer en un personnage de fiction, donc issu soit du manga, du jeu vidéo, de séries télé, de comics, de BD, et même des créations originales, c'est-à-dire des personnages qui existent, dont on a modifié la tenue, ou alors des créations personnelles, là inventées par l'auteur lui-même. Justement, hier, j'ai pu voir votre conférence. Ah oui. Oui. Donc qui était franchement bien. Merci, c'est gentil. Donc pouvez-vous nous décrire votre travail? Ouais, en quelque sorte. Alors, la conférence en fait c'est mon travail professionnel en fait que j'ai montré hier. C'est que le cosplay c'est pas ma vie. Je suis président de l'association Yumeji mais je ne fais pas que ça. À côté je suis actuellement doctorant-chercheur spécialisé sur le jeu vidéo. Et c'est vrai que j'ai présenté hier une conférence qui présentait un peu les généralités, les idées reçues qu'on pouvait avoir sur le jeu vidéo. Et j'ai abordé des grands thèmes comme la violence, l'isolement ou encore l'addiction. Alors, le but c'était de pouvoir faire réfléchir les gens, notamment les parents, parce qu'il y avait des parents dans la salle, et de leur poser des bonnes questions entre la communication qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants sur le jeu vidéo. Des fois ils ne comprennent pas pourquoi ils passent autant de temps à jouer sur l'ordinateur ou sur la console, donc cette conférence a apporté des questions comme ça. Et puis ça a été aussi l'occasion de pouvoir aborder un peu l'histoire, et notamment de retracer très brièvement l'histoire du jeu vidéo. D'accord. Bon, de toute façon, on vous retrouve cet après-midi pour le concours cosplay. Exactement, à 14h30 à Japan Sun sur la scène principale. De toute façon, le reportage sera la semaine prochaine. Super, pas de soucis. Donc voilà, je vous donnerai donc, la vidéo de la conférence. C'est gentil, merci beaucoup. On vous remercie. Voilà les amis, ce reportage touche à sa fin. Je remercie les organisateurs de la Japan Sun ainsi que le staff bénévole sans qui ce salon n'aurait pas pu se faire. Je remercie aussi Kiral Faucheur qui était présent lors de cette introduction que vous avez pu voir, ainsi qu'à vous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, ainsi que de mettre un petit pouce vert, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous dis à tous à la prochaine, sayonara.